Mais l'homme discret, secret et difficile à cerner qu'il était, demeure surtout mal connu parce que les usurpateurs de la Troisième République ont tout fait pour ternir son image. Et mal aimé encore aujourd'hui à cause d'une vacherie assassine et vengeresse qui lui colle toujours à la peau, Napoléon le Petit. Ce sobriquet, lancé par un Victor Hugo rageur, est encore dans toutes les mémoires. De nature aimable, il s'intéressait davantage aux autres qu'à lui-même. Pourquoi avons-nous choisi l'année 1870? Pour une raison évidente et pas des moindres, il n'y aura pas de Troisième Empire en France après 1870, date qui met fin au règne de Napoléon III. De son œuvre immense, de ses travaux, de sa générosité, bref, de tout ce qu'il a apporté à la France, on ne se rappelle rien. Les progrès techniques, sociaux et la prospérité du pays furent tels que la France servait de modèle à toute l'Europe. L'empereur, désireux de révolutionner l'économique et l'industrie de son pays et soucieux d'éradiquer le paupérisme, avait mis en œuvre un plan gigantesque. Et en tenant ces objectifs, Louis-Napoléon rendait à la France sa puissance ruinée par Waterloo. Même la jeune Amérique nous prenait pour modèle. Le monde entier se pressait pour venir chez nous. Songez au nombre inouï de visiteurs qui s'étaient rendus aux expositions universelles de 1855 et 1867. Expositions qui eurent un succès retentissant et dont les retombées économiques furent faramineuses. Ah, l'Empire, les fêtes impériales aux Tuileries. Somptueuses les fêtes. On dansait jusqu'à perdre haleine, jusqu'à l'aube. Encore Offenbach, du plaisir à perdre haleine, oui c'est ça, la vie parisienne. Mais Eugénie n'aimait pas danser. Elle se montrait au début des soirées au bras de l'empereur, le temps des présentations, puis allait s'isoler dans un petit salon pour discuter avec ses dames d'honneur et quelques amis, le tout en compagnie du fidèle Prosper Mérimée qui l'aidait à animer la conversation. Ton empereur non plus ne savait pas danser. Valser. 1, 2, 3, 1, 2, 3. La valse était la danse à la mode. On la trouvait délicieuse et coquine parce qu'elle rapprochait les couples. Il aimait sincèrement le peuple. Son premier acte a été de rétablir le suffrage universel aboli par le régime précédent. Les ouvriers étaient dotés de droits syndicaux, de droits de grève, de caisses de mutualité et de caisses de retraite. Les plus démunis pouvaient se faire soigner gratuitement dans des dispensaires et il existait même des cantines populaires. Les restos du cœur en somme. Et l'empereur prêtait sur sa cassette personnelle sans intérêt. Arrivé sans fortune au pouvoir, c'est sans fortune qu'il partira en exil. Après son départ, on a même retrouvé dans son bureau aux Tuileries un projet de sécurité sociale que la Troisième République enterrera prestement. Il faudra attendre la Quatrième République pour qu'un tel projet social voie le jour. L'empereur avait 75 ans d'avance sur son époque. Sans parler de la liberté de la presse. Le pays connaissait une grande prospérité. De 1851 à 1869, Paris, à l'initiative de l'empereur, changea de tout au tout, à l'image du pays à qui la capitale donnait le la. Politique des transports pour désenclaver les campagnes. Le réseau ferroviaire s'augmenta de près de 10 000 km et le nombre des voyageurs dépassait les 100 millions, tandis que le poids des marchandises transportées atteignait les 50 millions de tonnes. Grâce à quoi les villes de province se modernisaient, se développaient et l'échange des marchandises dans tout le pays engendrait une dynamique favorable à l'emploi. Il y aura la création du chemin de fer de ceinture pour desservir les banlieues. Le réseau fluvial sera perfectionné, c'est le système Freycinet qui est toujours en fonction. Les routes principales seront entretenues. L'exportation a les bons trains grâce à une flotte marchande dotée de plusieurs centaines d'unités qu'il a fallu construire. Des lignes régulières furent établies, la Compagnie des messageries impériales pour l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient, et la Compagnie générale transatlantique pour les Amériques. Et partout, des usines voyaient le jour où il se fabriquait des nouveaux produits manufacturés. Et l'électricité supplantait le vieux système à gaz. On asséchait les marais insalubres de la Brie, des Landes, de Sologne, qui devinrent terres cultivables. Et, parce que c'est à la mode en ce moment, et les livrets de caisses d'épargne accessibles au peuple avaient doublé. Quel que soit son milieu social, on mangeait à sa faim. Durant près de 20 ans,
il n'y eut pratiquement pas de chômeurs en France. Il dit mieux. On pouvait raisonnablement gagner sa vie ou faire fortune pour les arrivistes les plus chevronnés. Ah, des fortunes colossales se faisaient et se défaisaient, c'est sûr. Mais ce n'étaient pas ces fortunés ou privilégiés qui retenaient l'attention de Louis-Napoléon. N'était-il pas l'empereur du peuple? Un jour, il avait lancé à l'Assemblée nationale cette phrase admirable qui en défrisa plus d'un. Mes amis les plus sincères, les plus dévoués, ne sont pas dans les palais, ils sont sous le chaume. Ils ne sont pas sous les lambris dorés, ils sont dans les ateliers et dans les campagnes. Je veux qu'ils aient accès à la propriété. Bismarck détestait la France et son empereur, qu'il trouvait trop libéral. Et il voulait venger tout le mal que Napoléon Ier avait fait quand il avait envahi Berlin. N'oublions pas que sous Louis XIV, l'ennemi c'était l'Espagne. Et que depuis l'invasion de Berlin, par l'ogre, l'ennemi sera à l'est de nos frontières. Le point de départ, c'est la fameuse affaire de la dépêche d'Ems, non? Exactement. La dépêche d'Ems, c'est la dépêche d'Ems qui mettra le feu aux poudres. L'occasion était trop belle, la provocation énorme et la supercherie parfaite. L'armée qui s'était massée à Metz et dans ses environs était livrée à elle-même. Metz ressemblait à une foire. L'encombrement était inextricable. Le Bœuf, Bazaine, MacMahon avaient fait venir leurs femmes, aussitôt imitées par leurs officiers. Les cocottes ne manquaient pas, et tout ce petit monde cohabitait joyeusement dans l'inconscience totale de la situation. 10 journalistes venus de Paris s'infiltraient pour donner des nouvelles fraîches de tout ce bazar à leurs journaux, sans réaliser qu'ainsi ils renseignaient l'état-major allemand. La presse était entièrement libre, rappelons-le. Des traîtres, tous bons républicains, parvenaient même à se glisser parmi les soldats et saper le moral de la troupe. En vérité, à Paris, les républicains souhaitaient la défaite de la France. Ils y voyaient le moyen d'éliminer Napoléon. Et les Français, à l'arrière, trop optimistes comme d'habitude, chantaient « C'est à coups de botte dans le cul qu'on les fera passer le Rhin. C'est à coups de botte dans le cul qu'on les renverra chez eux. » Et le sacré coup de botte, c'est nous qui l'avons pris. Et quel coup! Il y aura bien quelques escarmouches au début, qui nous firent chanter victoire, alors qu'il n'y avait vraiment pas de quoi se réjouir. Escarmouches qui amusaient beaucoup l'état-major allemand, qui n'avait pas encore établi ses positions, mais à qui nous fournissions gratuitement les nôtres. L'empereur était accablé, se taisait. Son autorité chancelait. Par suite de sa maladie, il n'était plus apte à exercer le commandement. Il souffrait et n'avait plus la force d'imposer sa volonté. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a manqué à Napoléon III des maréchaux de valeur de la trempe de ceux dont disposait l'oncle. Des Murat, des Davout, des Berthier, des Masséna, des Augereau, des Bernadotte, des Soult, des Lannes, des Ney, des Kellermann, des Lefebvre, pour ne citer que ces boulevards. L'oncle disposait d'une quarantaine de maréchaux, alors qu'à Sedan, on n'atteignait pas la dizaine. Et c'est dans ce tohu-bohu inouï, indescriptible, qu'au fil des jours, de défaite en défaite, de mort en mort, on arriva à la déconfiture de nos armées. Et la trahison de Bazaine, il faut en parler. Bazaine qui nous privera d'une grande partie de nos régiments en demeurant passifs et en ne défendant pas Metz. Bismarck avouera plus tard que si Metz avait résisté quelques semaines, il aurait été contraint de lever le siège de Paris. L'énorme dette de guerre d'un montant de 5 milliards de francs or, qui sera d'ailleurs acquitté par la France dans sa totalité en seulement 2 ans et demi. Le pays était riche, ne l'oublions pas. Ce qui fera dire à Bismarck sur le tard qu'il serait préférable d'avoir les Français comme alliés à l'avenir plutôt que comme ennemis. Une autre conséquence sera la Commune, de triste mémoire, qu'on essaiera de faire endosser à l'empereur. La plupart des Parisiens refusaient de capituler et surtout de se voir privés de leurs droits sociaux acquis sous l'Empire, droits que Thiers leur supprimait insidieusement au prétexte que la situation l'exigeait. Naturellement, tout ça était de la faute de Napoléon III. On voulait lui faire porter le chapeau, alors qu'il avait abdiqué depuis longtemps et quitté le château de Wilhelmshöhe, où il avait été retenu prisonnier pour s'embarquer et se rendre en Angleterre où l'attendaient Eugénie et son fils. La Troisième République voulait que l'empereur soit la cause de tous nos malheurs. En attendant, l'unification allemande
par Bismarck interposé se fera et nous perdrons l'Alsace et la Lorraine.